Ce que j'ai trouvé très très impressionnant en lisant ton livre, c'est que, évidemment, je savais déjà que l'IA était en partie utilisée dans le militaire, notamment justement pour ces fameuses armes létales autonomes qu'on entend régulièrement, dont on entend régulièrement parler. Mais ce dont j'avais pas du tout pris conscience, c'est à quel point en fait l'IA est aussi utilisée, par exemple, dans la stratégie, dans le renseignement, dans vraiment dans la guerre cognitive. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu tout ça et à quel point en fait l'intelligence artificielle est vraiment en train de révolutionner complètement la manière dont on fait la guerre et de rendre complètement obsolètes toutes les armes qu'on avait jusqu'ici, y compris, comme tu le disais, jusqu'à l'arme nucléaire. Ouais, potentiellement. Ouais. On verra, mais potentiellement. Alors, par où commencer ? Il y a beaucoup de points d'entrée, mais tu évoquais la question du renseignement. Alors, c'est un des éléments historiques où l'IA a été utilisée, en fait, parce qu'à partir du moment, le renseignement, c'est beaucoup de captation et traitement de l'information. Plus tu as d'informations, plus derrière tu peux les analyser, plus tu as des bons résultats en termes de renseignement. Donc évidemment, l'IA, par ses capacités d'analyse et par ses capacités d'identification, a été utilisée très tôt. Et en ce moment, ça prend une ampleur encore plus large. Mais par exemple, tu vois, il y a dans le conflit ukrainien, il y a une boîte Clearview qui a fourni des systèmes qui permettent d'identifier des cibles russes. Donc le système en fait explore très largement ce qu'il y a sur Internet, ce qu'il y a dans les médias, va explorer plein de sources et est capable à une vitesse et à une ampleur qu'aucune équipe humaine pourrait atteindre, d'identifier des visages, des noms, d'identifier même simplement des traces de certaines cibles ou de certains profils russes qui sont présents sur le territoire ou qui sont des dangers potentiels pour l'Ukraine, etc. Et donc ça permet d'automatiser en fait quasiment l'identification des cibles, quoi. Et donc là, tout d'un coup, la moindre trace laissée dans le numérique, il faut s'attendre à ce qu'elle soit vue, trouvée, analysée, captée. Aussi, il y a la question des satellites. On est en train, et notamment c'est ce que fait Elon Musk, il est en train à ce niveau-là, prendre une puissance géostratégique qu'on n'a encore jamais, qui est très inédite. L'humanité a mis entre 6000 et 7000 satellites autour de la planète. Musk avec SpaceX on a déjà mis, et donc avec Starlink, mais Starlink est opéré par SpaceX. On a déjà mis un peu plus de 7000 et normalement, à la fin de l'année, il en aura 12 000. À lui tout seul, il aura 2 fois plus de satellites que tout le reste de l'humanité. Donc ça crée une grille, une espèce de maille autour de notre planète. Et évidemment, si tu mets des humains qui essayent d'analyser les images en temps réel de 12 000 satellites, déjà, tu as besoin de 12 000 humains, par satellite, pour regarder ce qui se passe. Et puis, pour qu'il y ait une analyse de tout ça et que tout ça soit croisé et que tout ça amène à de l'information qui puisse être utilisée pour de la stratégie, tu as intérêt à avoir un pays entier qui est derrière tes satellites. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, évidemment, là, l'intelligence artificielle, c'est le cerveau derrière les yeux satellites qui regardent le monde. Et c'est, quand tu ajoutes il y a le panoptique d'Internet et des données numériques, tu as l'autre panoptique qui est la maille de satellites qu'il y a autour de notre monde. Tu mets l'IA pour analyser tout ça et tu commences à avoir une espèce de vision globale sur toute l'humanité qui est dingue. Alors ça a des conséquences très positives, par exemple, pour étudier des mouvements de population, pour étudier des phénomènes écologiques, tout ça, ça commence à être aussi beaucoup utilisé. Et là, ça peut apporter des éclairages extrêmement riches et qui permettent par exemple de piloter à grande échelle des projets pour les écosystèmes et de voir très précisément l'évolution d'une action prise sur un écosystème. Est-ce qu'une reforestation fonctionne bien ? Est-ce qu'une population d'animaux se déplace et donc ça peut signaler que les sols sont en danger ou je sais pas. Voilà, il y a plein de décisions pour des choses d'écosystèmes qui peuvent être prises. Mais évidemment, ça sert aussi pour la guerre et voir qu'un couvert d'arbres s'est réduit, c'est peut-être qu'il y a une base ennemie qui a été mise en place dessous, une nouvelle route un peu sablonneuse, un peu où c'est pas une route bétonnée mais qui apparaît quelque part, tu dis que ça veut dire qu'il y a un certain nombre de 4x4 qui sont passés et donc c'est peut-être que ça relie peut-être 2 points de contact entre des services d'une armée, etc. Tu peux avec en plus de la vision hyperspectrale, infrarouge, tout ce que tu veux, tu vas pouvoir voir
derrière les couverts d'arbres aussi, s'il y a des cellules qui peuvent être terroristes, ennemis, etc., qui sont camouflées. Donc évidemment, pour avoir une vision globale du battlefield, t'as pas mieux, quoi. Enfin, tu commences à vraiment tout savoir, et c'est là où il y a une question qui se pose, parce qu'en parallèle donc, de ces deux panoptiques, le numérique et les satellites, comme je disais, il y a les systèmes d'IA vieille école, c'est ceux qui font de la reconnaissance. Donc tu mets ça dans un drone et il reconnaît automatiquement la cible, et si tu vas jusque-là, il engage, il tire. Bon, là, normalement, c'est pas autorisé, mais il y a déjà eu des débordements, par exemple en Libye, sur ce genre de dispositif. Alors ça, j'aimerais bien que tu en parles quand même, parce que c'est un cas assez spécial. Ouais, alors je peux faire l'anecdote, alors de le dire comme ça, c'est horrible, mais en effet, en Libye, il y a eu un cas qui a été documenté par l'ONU, hein, qui est extrêmement grave, avec des drones qui ont été utilisés, en fait, et ils ont... Ça rejoint les questions qu'on abordera peut-être d'alignement, mais ils ont été entraînés à engager les cibles ennemies et aller jusqu'à tirer. Et au moment où ils ont été utilisés, en fait, ils sont allés engager les cibles, et les soldats qui se trouvaient engagés par les drones ont battu en retraite, se sont enfuis. Dans ces cas-là, c'est le code de la guerre, tu laisses les ennemis s'enfuir, ils acceptent leur défaite et t'as gagné et tout va bien. Et en fait, là, les systèmes d'IA, ils n'avaient pas ça dans leurs données d'entraînement. Je ne sais pas exactement les détails de comment ces systèmes ont été conçus. Je ne sais pas si c'était vraiment volontaire, je ne pense pas, mais à voir. En tout cas, ces systèmes ont pris en chasse les soldats qui fuyaient et ont continué à les dézinguer. Donc c'est pareil, dans les rapports de l'ONU, on ne sait pas exactement le nombre de victimes, tout ça, c'est pas documenté à ce niveau de précision, mais voilà, ce qui est documenté, c'est le fait qu'il y ait ces systèmes qui ont pourchassé de façon cruelle, d'une certaine façon, aveugle, des humains. Donc ça ne veut pas dire que toute arme autonome produit ce genre de conséquences. Là encore, on peut tout à fait aussi défendre le fait que si elles sont bien conçues, des armes autonomes vont toucher leur cible de façon beaucoup plus chirurgicale, éviter des dégâts civils, etc., des victimes collatérales. Mais c'est vrai que quand tu vois ce genre de cas, évidemment, ça montre l'horreur morale auxquels peuvent aboutir les systèmes d'armement létaux autonomes.